Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le but de cette vidéo est de répondre à toutes vos questions sur mon don d'ovocytes. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une vidéo ici où je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé. J'ai donné mes ovules. Dans le jargon populaire, vous et moi, on dit ovule pour dire ovule, mais le vrai mot, c'est ovocytes. Dans cette vidéo, j'ai pas eu le temps d'aller à fond dans les détails techniques. Le temps que ça prend, si ça fait mal, que c'était compliqué, etc. Donc l'objectif de cette vidéo est de compléter la première et de répondre à des questions que je n'aurais pas abordées lors de la première vidéo. Et pour répondre à certaines d'entre elles, je suis allée à la rencontre de médecins dans le centre de dons de la clinique La Sagesse à Rennes. Bienvenue à celles et ceux qui ne me connaissaient pas. Je vous encourage vraiment à regarder cette première vidéo avant de regarder celle-ci. C'est parti pour répondre à vos questions. Il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce que c'est possible de connaître l'enfant même de loin? Non. C'est impossible pour les donneurs et les donneuses de gamètes de connaître l'enfant même de loin. C'est impossible. On ne fait pas de don d'ovule pour voir son enfant de loin. Ce n'est pas son enfant. C'est un ovule qu'on a donné à une personne qui va élever son propre enfant. T'as capté? Bon, il y a eu énormément de questions sur l'anonymat. Depuis le 1er septembre 2022, tous les donneurs et les donneuses doivent savoir que le ou les enfants nés du don peuvent, s'ils en font la demande à 18 ans, connaître l'identité du ou de la donneuse. S'ils le demandent, ils pourront avoir accès à des données non identifiantes et ou à l'identité du donneur. C'est quoi des données non identifiantes? Les données non identifiantes, ça va être par exemple votre pays de naissance, votre état de santé au moment où vous avez fait le don, vos motivations pour lesquelles vous avez réalisé ce don. Si quelqu'un fait un don après septembre 2022, 18 ans plus tard, il y a un enfant qui s'appelle Hubert qui est issu de cet ovule qui a été donné et que Hubert veut absolument connaître le nom, le prénom et l'adresse de la personne. Ça va pas se passer tout à fait comme ça. En fait, Hubert s'adressera à une commission qui a été créée spécifiquement pour ça. Cette commission, c'est la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation, la CAPAD. Mais ça veut pas dire que tous les enfants vont le faire, ça veut pas dire que tous les enfants vont savoir qu'ils sont issus d'un don, ça veut pas dire que c'est une info qui s'obtient facilement comme ça, etc. Mais oui, la loi a changé et potentiellement des gens connaîtront mon identité. Très sereine avec cette idée. Combien de temps prend le processus en tout et pour tout? Pour ceux qui ne le savent pas, donner ses ovules, donc ses ovocytes, ça implique toute une batterie de tests. Papillomavirus, immunohématologie, hormonologie, syphilis, cariotie, mucoviscidose, génétique moléculaire humaine. Pourquoi les hommes doivent juste éjaculer en fait? Donc en gros, le premier mois, vous faites toutes les tests pour savoir si ça roule ou pas au niveau des prises de sang et tout. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est encore un rendez-vous avec votre médecin et rendez-vous avec le psychologue ou la psychologue. Et ensuite, le temps de la prise hormonale, etc. qu'il faut caler bien sûr sur votre cycle. Donc en tout et pour tout, ça prend 3 mois. Du coup, je m'en veux parce que dans la vidéo d'avant, j'ai dit que ça prenait 1 an et demi, mais en vrai, ça prend pas du tout 1 an et demi. Parce que moi, entre le moment où j'ai décidé de donner mes ovocytes et le moment où j'ai donné mes ovocytes, ça a pris, je peux pas vous dire pour des raisons de date, mais ça a pris, disons, entre 10 mois et 14 mois. Et ensuite, le temps de faire le montage, qui était très long, parce que très difficile de pas vous montrer où est-ce que j'étais allée, faire le tri entre tout ce que j'avais envie de raconter et tout. Bah là, ça a pris 6 mois de plus, quoi. Mais en gros, ça peut prendre 3 mois. Si vous êtes pas en train de filmer votre live, que vous êtes mieux organisé que moi, ça peut aller très vite. Je voulais vous dire aussi que le mieux, si vous habitez proche de votre centre de don, c'est d'aller faire toutes les échographies et toutes les prises de sang dans votre centre de don. Si vous connaissez bien la personne qui vous fait l'échographie et si vous connaissez bien la personne qui vous fait la prise de sang, normalement, ce processus est super fluide et facile. Qu'est-ce que c'est une ponction d'ovocytes? Alors la ponction d'ovocytes, donc elle se réalise au bloc opératoire et en fait ça va être le fait de les ponctionner les follicules à l'intérieur duquel sont les ovocytes et en fait lors d'un cycle standard, il y a un seul follicule qui grandit et là sous l'effet de la stimulation, il y a plusieurs follicules qui vont grandir. C'est quoi les follicules? Et les follicules en fait c'est ce qui entoure l'ovocyte. C'est une petite poche de liquide. C'est comme une petite bulle à l'intérieur duquel il y aura l'ovocyte. Est-ce que tu as une cicatrice? Je n'ai pas du tout de cicatrice. Ils n'ont rien ouvert, ils n'ont rien perforé violemment, ils n'ont pas fait de point de suture. Ils passent par la voie vaginale. Combien d'ovocytes on te prend? On te dit pas combien d'ovocytes on te prend. Donc ça se trouve, il y en a que 7 qui ont fonctionné, j'en sais rien. Tu le sauras jamais parce que ça fait partie de l'anonymat et de la confidentialité. En revanche, on va te dire si t'as aucun ovocyte, ce qui sous-entendrait que t'as un problème de production d'ovules et donc potentiellement tu auras des difficultés à avoir des enfants. Donc là, on te le dit quand même s'il y a ce genre de problème. Mais sinon, le reste, c'est pas tes affaires, genre. C'est pas tes oignons. Faut lâcher prise. Faut lâcher les petits ovules. À bientôt. Allez, ciao. 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 Il y a beaucoup de gens qui demandent s'il faut avoir eu des enfants avant. Alors pas du tout. Et on peut en réaliser aussi si on a eu des enfants. Si on a eu des enfants, on peut aussi réaliser un don d'ovocytes. Une autre question que j'ai eu beaucoup, est-ce que donner ses ovules, ça rend stérile? Heureusement non. En fait, des ovaires, il y a des ovocytes qui sortent de la réserve d'ovocytes et donc en fait ceux qu'on va prélever de toute façon seraient sortis et n'auraient pas été utilisés. Donc en rien ça va faire diminuer sa propre réserve d'ovocytes de faire un don d'ovocytes. Et le deuxième point, c'est évidemment comme tout geste, il comporte des risques mais qui sont vraiment minimes et qui ne vont pas mettre en danger votre fertilité future. Notez bien ça dans vos petites têtes. Je voulais trop vous dire un truc aussi. Alors, pour ne pas tomber enceinte pendant un
processus de don d'ovocytes, il faut prendre une contraception. Donc la question qui suit, c'est peut-on faire le processus quand on prend une contraception? Je ne peux pas répondre pour toutes les méthodes de contraception, mais quand tu as un stérilet en cuivre, ce qui est mon cas, oui, sans aucun problème. En gros, moi je vous encourage vivement à en parler avec votre médecin. Ça va être super intéressant pour vous parce que comme ça, vous allez vous rendre compte de l'effet de ce médicament sur votre corps. Moi par exemple, je sais que le stérilet en cuivre, il n'y a aucun hormone à l'intérieur, que c'est spermicide ou des trucs comme ça. Donc ça c'est vachement utile à savoir. Et si vous utilisez des préservatifs comme contraception, bah normalement vous pouvez continuer à utiliser des préservatifs. J'encourage même à le faire. Est-ce que la ponction d'ovocytes, ça fait mal? À vous les studios. Non, la ponction, elle n'est pas censée être douloureuse. Et si jamais elle l'est, il faut surtout nous le dire pour que nous, on puisse réaliser une analgésie adaptée. Ok. Personnellement, j'ai eu 0 douleur pendant l'opération, 0 douleur après l'opération. T'as pas de douleur? Non, j'ai juste faim. En boisson chaude, un café, un thé, un chocolat chaud? Un café, s'il vous plaît. Oh, un chocolat chaud. Vous pouvez choisir soit de faire une anesthésie locale, c'est ce que j'ai fait. Donc en gros, toutes les parties du corps qui vont venir tripoter pour faire la ponction d'ovule est anesthésiée, ou faire une anesthésie générale. Absolument tout est mis en place pour que vous n'ayez aucune douleur pendant l'opération. J'ai entendu dire qu'on pouvait mourir quand on avait son anesthésie générale pour la première fois, c'est vrai ou pas? Non. C'est la probabilité que vous alliez dans un champ, vous baissez les yeux et vous arrivez à trouver un trèfle à 4 feuilles du premier coup. Ah ouais. Donc c'est quand même faible. Et si je vais faire anesthésie locale? S'il y a l'option anesthésie locale, il n'y a pas de perfusion et l'anesthésie locale se fait par le gynécologue qui va faire la ponction. Et si on se rend compte au moment de la ponction que la douleur n'est pas gérable pour vous, dans ce cas-là, on peut convertir en faire une anesthésie générale et la consultation qu'on a fait avant, c'est une sécurité. Faut savoir que avant une ponction, systématiquement on donne une prémédication, des médicaments avant pour que vous ayez pas mal après. Okay. Et puis pour les personnes qui vont faire un choix d'anesthésie locale, on peut ajouter du Xanax, qui est une molécule qui détend pour que la ponction se passe bien. Si vous prenez l'option d'anesthésie locale et que pendant le geste, ça se passe, vous avez un petit peu d'anxiété ou autre, eh bien on peut faire un intermédiaire entre l'anesthésie locale et l'anesthésie générale. On va faire juste quelques produits pour vous détendre. Pour autant, vous n'allez pas dormir totalement. C'est pas une anesthésie générale. Ok. Je suis fonce-dé, ça y est. Voilà. Est-ce que quand on donne ses ovocytes, on peut en congeler une partie pour nous, pour plus tard? Alors c'était possible, ce ne l'est plus. En fait, avant les nouvelles lois, effectivement, on pouvait, quand on réalisait un don, préserver une partie des ovocytes pour soi. Maintenant, le législateur, étant donné qu'on peut réaliser une préservation ovocytaire pour nous, le législateur a considéré que soit on faisait un don d'ovocytes et on donnait tous ses ovocytes pour le don, soit on faisait une préservation pour soi et on gardait à ce moment-là tous ses ovocytes pour soi. Est-ce que quand on congèle ses ovocytes, on est obligé d'en donner? Ah bah non. Ça me paraît logique, mais je demande quand même. Est-ce que donner ses ovocytes, ça veut dire forcément qu'il y aura des bébés issus de ces ovocytes? Non. Alors, on aimerait, mais tous les ovocytes ne vont pas permettre de former des embryons et même sur ces embryons formés, tous ne vont pas permettre une naissance. J'ai expliqué à mon père en quoi allait consister l'opération et il m'a dit « Ah ouais, ils partent à la cueillette ». C'est vrai que parfois je m'interroge sur pourquoi je suis humoriste, mais là je m'en suis souvenue. Ensuite, ces ovocytes, ils vont dans un laboratoire. On les teste pour savoir s'ils sont prêts. Il y en a, je sais pas, peut-être 5, 7, 10 qui sont prêts à être fécondés. Donc, ils vont dans un autre laboratoire. Il y a des robots avec des pipettes microscopiques qui viennent implanter un spermatozoïde dans le petit ovule. En fait, une fois qu'on a essayé de les féconder, on regarde s'ils sont fécondés ou pas, mais il faut laisser passer un certain nombre d'heures. On a des critères au microscope qui permettent de voir si cet ovocyte a fécondé ou pas. Et à partir de là, s'il a fécondé, on appelle ça un embryon. Et si tout se passe bien, ces embryons, on va les garder entre 2 et 5 jours. À un moment, on dira cet embryon, ok, il a un potentiel de grossesse. Donc soit on va le replacer dans la cavité utérine, soit il sera éventuellement congelé, et plus exactement, le terme c'est vitrifié. Et ils vont garder intactes leurs propriétés. Et donc si le premier ne permet pas d'aboutir à une grossesse, mais malgré ce, il restera autant de chances supplémentaires, éventuellement, que d'embryons congelés pour la patiente. Et donc, ils peuvent rester combien de temps vitrifiés comme ça? Alors, dans l'absolu, ils pourraient rester ad vitam aeternam, mais en fait, on se donne un temps. Alors, en général, on donne maximum 5 ans. Et est-ce que la personne, si elle a un enfant avec un premier embryon et que 2 ans plus tard, elle veut... avoir une deuxième grossesse? Elle peut prendre l'un des vitrifiés? Bien sûr. Wouah! Donc, on peut avoir quelque part des frères ou des sœurs issus d'une même tentative, mais avec des âges différents. Oh là là! Et moi qui croyais que potentiellement quelqu'un me contacterait dans 18 ans, mais c'est peut-être dans 23 ans.
quels sont les effets secondaires possibles dans les pires des cas? Donc pendant la stimulation ovarienne, moi personnellement j'ai eu le ventre qui gonfle. Ce qui peut arriver aussi, c'est d'avoir des douleurs comparables avec celles que vous avez pendant votre cycle menstruel. Le risque le plus fréquent pendant une stimulation ovarienne, c'est pas du tout la plupart des cas, mais le pire truc qui puisse vous arriver, c'est l'hyperstimulation ovarienne. Il faut savoir que pendant que tu fais toutes tes prises de sang, il vérifie qu'il n'y a pas une hyperstimulation ovarienne. Et c'est bien sûr pris en charge immédiatement parce qu'on vous laisse pas comme ça, on vous appelle pour prendre des nouvelles. Il y a quand même une attention et un care porté tout particulièrement aux donneuses et aux donneurs de gamètes. Qu'est-ce qui a été négatif dans tout ça? Parce que c'est vrai que moi j'ai plutôt aimé faire ce don, je trouvais ça très intéressant, très inspirant et j'avais envie de vous transmettre ça. Mais c'est vrai qu'il y a plein de côtés négatifs. Ce qui était chiant, c'était l'organisation, les rendez-vous, les papiers administratifs et les pharmaciens et les pharmaciennes. Si lors de mon premier rendez-vous à l'hôpital, on m'avait donné tous les médicaments par exemple, avec des petits dessins, voilà ce que vous devez faire et tout. Mais non, mais c'est de la charge mentale, mais tout le temps quoi. Hier soir, je suis rentrée à minuit et demi, j'étais fatiguée, un peu malade. 1 heure avant la fermeture des pharmacies, je me suis rendu compte que j'avais plus le dosage hormonal qu'il me fallait. Donc j'ai dû appeler toutes les pharmacies. Après j'arrive à la pharmacie, ils me disent ah non en fait on l'a pas. Toutes les secondes j'ai l'impression que je vais pas pouvoir faire l'intervention parce que les gens regardent pas bien leur ordinateur. Enfin, après, il y a des pharmaciennes et des pharmaciens qui sont super. Et moi, c'était vraiment compliqué. Je devais batailler à chaque fois pour avoir mes médicaments. Ou alors, ils voulaient rappeler l'hôpital pour vérifier, mais l'hôpital ne répondait pas. Donc, ils me disaient de repasser alors qu'il fallait que je le prenne le jour même et tout. Donc ça, c'était insupportable. Est-ce qu'on peut être donneur ou donneuse d'ovocytes à plusieurs reprises? La réponse est, vous pouvez donner 2 fois des ovocytes dans votre vie. 2 fois. Pourquoi? Je ne sais pas. Et il faut savoir aussi, si vous donnez du sperme et que vous regardez cette vidéo, la loi limite à 10 le nombre d'enfants issus d'un don de spermatozoïdes. Faut pas pousser. 10, c'est pas mal déjà. Il y a une autre question très préoccupante pour vous, c'est est-ce que les frais médicaux sont pris en charge? Oui, la sécurité sociale prend en charge absolument tous vos frais médicaux. Les frais de train, les frais d'essence, éventuellement un hôtel si vous avez eu besoin de rester près de l'hôpital ou quoi. Pourquoi ce don n'est pas rémunéré? Pour des raisons éthiques, je suppose. Tu ne vends pas ton corps, ne vends pas la partie de ton corps qui va potentiellement devenir un être vivant. Voilà. Et je pense pas que j'aurais fait d'ailleurs si c'était rémunéré, parce que ça aurait été bizarre. Je le fais pas du tout pour ça en fait. À quoi ça sert de donner ces ovules? Il y a presque 4000 couples en fait qui sont en attente d'un don d'ovocytes. Ah ouais. Que très clairement, voilà, c'est pour ces couples. Fin juin 2022, le délai moyen d'attente pour bénéficier d'un don d'ovocytes était de 22 mois. Donc vraiment beaucoup de mois quoi. On a besoin de vous, les couples ont besoin de vous, des femmes ont besoin de vous. C'est un parcours qui n'est pas simple, mais on essaye de vous accompagner au mieux et on sera là pour vous. Voilà, j'espère que ces petites réponses aux questions vous seront bénéfiques. J'ai bien entendu demander à l'Agence de la biomédecine de relire tout ce que je racontais dans cette vidéo pour pas dire de bêtises. Bientôt sur cette chaîne sortira une vidéo absolument exceptionnelle parce que mon ami Mathéo et moi, on a fait Paris-Copenhague à vélo. Et donc, on va sortir une vidéo qui va parler de ça, ça va être fou. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous. Un insecte mort dans ma main, ça me dégoûte. Une punaise, je suis en train de tripoter.